La façon dont on considère une situation comme un problème ou comme une source d'opportunité dépend de la manière dont on l'interroge. Bonjour et bienvenue pour ce résumé de livre qui portera sur le livre Questionner mieux de Frédéric Fallis. Pour la majorité des gens, poser la bonne question revient à trouver le bon sujet, mais très peu ont réalisé que la formulation de la question compte tout autant. Par exemple, si vous posez la question « Est-ce que tu penses que le réchauffement climatique va continuer ?» On n'a aucune perspective et on ne questionne pas vraiment. En revanche, si on se propose de poser la question différemment, nous sommes en 2050, la hausse globale des températures a été bloquée et inversée. À ton avis, que s'est-il passé ? On voit tout de suite la différence de positionnement qu'on peut avoir par rapport à notre réflexion grâce à la manière dont on formule la question. La réponse d'ailleurs à cette question sera disponible sous forme de résumé dans un prochain podcast sur cette même chaîne. Donc l'auteur Frédéric Fallis est français et moi il m'a toujours beaucoup inspiré parce que c'est un autodidacte qui a créé cette discipline de la questionnologie en apprenant par lui-même à travers des livres, à travers des conférences, à travers ses propres recherches. Et dans ce livre-là, donc Questionner mieux pour gagner en leadership, il nous propose justement de partager avec nous quelques applications qui vont nous permettre de concrètement savoir mieux poser des questions. Que ce soit des questions à soi-même, des questions aux autres, ou des questions que les autres pourraient se poser. Et ce qu'il nous dit globalement, en fait, c'est que quand on s'entraîne à bien formuler une question, non pas qu'on va s'intéresser que sur la forme de la question, mais la forme va induire tout un fond de réflexion qui va être plus engageant, qui va stimuler notre créativité, qui va nous challenger et challenger nos interlocuteurs. On va voir aussi que poser certaines questions va permettre de passer à l'action. On va voir que certaines formulations, certains mots, certaines configurations et certaines structures de phrases vont induire un engagement. Que ce soit un engagement personnel entre soi et soi, ou bien un engagement de la personne qui vous écoute. On va commencer tout de suite par le premier exercice que nous propose l'auteur, et qui s'intitule « Quelle est votre quête ?» L'auteur nous dit que le mot « question » partage en fait une étymologie commune avec la quête. Il vient de questa, du latin quaerere, qui veut dire s'efforcer de trouver. Alors, pour comprendre ce premier exercice qui est seulement le plus puissant, je vais vous partager la citation suivante. Si je disposais d'une heure pour résoudre un problème dont ma vie dépend, je consacrerais les 55 premières minutes à définir la question à se poser, car une fois cela fait, je pourrais le résoudre en moins de 5 minutes. Albert Einstein. Donc on pourrait croire que se poser la question quelle est ma quête, c'est un peu comme un vision board ou de la visualisation, sauf que là en fait on va voir que c'est quelque chose de très concret et que grâce aux mots et à la formulation des questions, on va arriver à faire bouger beaucoup de choses. L'exemple qui est pris dans le livre, l'exemple de Patrick. Donc Patrick en fait c'est un employé d'une grande entreprise et voilà il est manager dans un laboratoire pharmaceutique. Bon, personne n'est parfait. Mais Patrick, voilà, c'est un être humain, il a été passionné par son travail au début, comme tout le monde. Mais depuis un certain temps, il est vide de sens. Il sent que dans son travail, il ne s'épanouit plus vraiment. Et donc pour lui, sa quête est claire. Quitter l'entreprise pour s'impliquer dans un nouveau projet professionnel. Pourquoi pas dans un autre secteur. On va prendre le rôle du questionologue. On va demander à Patrick de se poser la question liée à ce projet, à cette quête personnelle ou professionnelle. Donc Patrick arrive avec la première question. Suis-je vraiment capable de réussir ma transition professionnelle sans trop y perdre, financièrement, socialement et statutairement ? Donc on a là une première question. Et la méthode en fait va être très simple. Elle va consister à écrire la première question donc qui nous vient. Et le but, ce sera de lire la question à voix haute et de l'évaluer selon les critères de ce qu'elle provoque en nous. Est-ce qu'elle nous donne envie de bouger, d'agir et de concrétiser cette quête ? Donc Patrick lit cette question-là à voix haute. Suis-je capable de réussir ma transition sans trop y perdre financièrement, socialement et statutairement ? Patrick la note à 2 sur 10. On va lui demander de réitérer sa question, donc de réécrire une nouvelle question pour qu'elle soit meilleure pour lui d'un point seulement. Ok, donc Patrick est assez détendu, il dit bon je pourrais mieux faire si c'est un point seulement de mieux. Patrick nous dit j'ai trouvé. Comment réussir ma transition sans trop y perdre ? Ok, c'est déjà pas mal. Là on sort de la question fermée et Patrick la note à 3 sur 10. D'accord, Patrick, tu peux mieux faire, donne tout ce que t'as. Ok. Qu'est-ce que je ne veux surtout pas perdre ? Et qu'est-ce que je peux accepter de perdre dans cette transition ? Donc là, on éclaire ce qui est la base de notre motivation pour cette quête.
et de nos peurs entre guillemets. Très bien, Patrick la note à 5,5 sur 10. On continue à motiver Patrick et on lui dit « Ok, d'un point seulement, qu'est-ce que tu peux mieux faire ?» Patrick nous dit « Que dois-je gagner dans ma transition pour accepter de perdre certaines choses ?» 7 sur 10. Itération suivante. Dans quel secteur puis-je trouver ce qui m'est essentiel tout en minimisant mes pertes? De mieux en mieux, on est à 8 sur 10. La question devient de plus en plus activable et une perspective se dessine, tout comme un début de plan d'action. Patrick réunit toutes ses ressources et ses forces pour écrire une dernière question. Que dois-je négocier auprès de ces nouveaux secteurs pour minimiser mes pertes? Avec cette question, Patrick déjà il la note à 9,5 sur 10. Et nous-mêmes on sent que Patrick commence à réfléchir concrètement et il sait ce qu'il y a à faire. Il sait exactement ce qu'il lui reste à faire pour se consacrer pleinement à sa quête. Donc là on a vu, de par cet exemple-là, qu'est-ce qu'il est possible de faire lorsqu'on reste le plus longtemps possible au stade des questions pour affiner au maximum la réflexion avant de se mettre à chercher directement la réponse. Cet exercice-là marche pour la recherche de sa propre quête à soi, sa quête professionnelle, même sa quête personnelle. Et cet outil-là, selon moi, peut fonctionner pour plein d'autres domaines un peu plus techniques, que ce soit par exemple un problème de mathématiques, un problème, une question philosophique. En fait, tout problème a sa question qui permet de le résoudre. Et le but, ça va être de passer le maximum de temps à trouver cette bonne question à poser. L'idée suivante que propose l'auteur pour s'entraîner à mieux poser des questions, c'est se poser la question suivante. Quelle quête proposez-vous ? Ou alors, quelle question se pose votre interlocuteur? Il prend en fait l'exemple d'une grande boîte comme Apple et la compare un petit peu à Microsoft. À l'époque où il débutait, Apple et Microsoft avaient clairement le plus gros du marché des ordinateurs personnels, mais Microsoft avait la plus grosse part des marchés. Par contre, Apple avait un chiffre d'affaires et des bénéfices qui défiaient toute concurrence, parce qu'ils avaient une marge très importante. Pourquoi? Parce que leurs clients étaient fidèles. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui même, cette fidélité a perduré et que vous trouverez toujours un fanatique pour défendre la cause d'Apple si jamais vous avez le malheur de critiquer la marque à la pomme? Eh bien, ce qu'a fait Apple, c'est qu'ils se sont posé la question « Quelles questions vont se poser nos utilisateurs dans 5 ans ?» Ils sont arrivés avec la question suivante « Que va devenir le beau dans un monde de machines ?» Et la réponse qu'ils vont apporter, c'est « Fabriquer des machines qui boostent la créativité ». En modifiant cette réponse-là en question, ils sont arrivés avec la phrase suivante « Comment challenger le statu quo ?» Et la réponse « Think different ». Donc d'un côté on a Microsoft qui à l'ancienne fabrique des ordinateurs et qui les vend, de très bons ordinateurs d'ailleurs. Je suis moi-même un utilisateur de Microsoft, donc je suis pas en train de cracher dans la soupe. Voilà, Microsoft se contente de vendre des ordinateurs à leurs clients, de bons ordinateurs. Mais Apple, ce qu'ils font, c'est qu'avec leurs clients, ils contribuent tous ensemble à challenger le statu quo. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui que la majorité de la clientèle d'Apple, c'est des artistes, c'est des créatifs, c'est des développeurs. Donc voilà. Une autre idée que partage Frédéric Fallis dans ce livre, c'est un outil en fait qui peut être intéressant pour les entreprises, mais je pense selon moi aussi pour, de manière générale, une équipe, quelle qu'elle soit, que ce soit une famille, que ce soit un groupe d'amis qui font face en fait à un problème. Mais à la base, c'est vrai que cet outil-là fonctionne et est appliqué aux entreprises pour remplacer les brainstorming et les réunions d'entreprise. Ces réunions d'entreprise qui manquent cruellement d'efficacité. L'auteur nous explique que c'est clairement dû au fait que les personnes dans une réunion viennent avec des points de vue et des réponses et des plaintes. Ce qui fait que la gestion de ces réunions-là devient très très vite assez compliquée. Parce que les gens vont avoir des visions différentes et un vécu différent et une manière de faire différente. Et donc ils vont faire face à des problèmes assez différents. Mais le fait qu'ils arrivent avec des affirmations et des plaintes fait que clairement les réunions d'entreprise sont généralement invivables. Donc ce qui est proposé en fait dans le livre pour pallier à ça, c'est ce qu'il appelle le questorming ou questorming. Je sais pas comment il le prononce. La marque est déposée en tout cas. Et en fait ce qu'il propose c'est que l'animateur de la réunion va expliquer les règles du jeu à tous les participants dans une première phase et il va leur dire en gros que le but de chacun c'est qu'ils écrivent au minimum 3 questions ou plus et il va s'exprimer qu'en termes de questions. C'est-à-dire que s'il a une requête à faire, une phrase, une remarque, il va en fait la transformer en question. Il va essayer de faire cette gymnastique là, d'écrire 3 questions. Donc chaque participant va faire ça et l'animateur va choisir 2 personnes
pour écrire toutes les questions de tout le monde. Donc une fois qu'on a écrit toutes les questions, en laissant bien le temps aux personnes de réfléchir, parce que c'est un effort intellectuel assez conséquent, une fois qu'on a récolté toutes les questions, on va passer au regroupement de questions. Donc en fait, tous ensemble, on va essayer de regrouper toutes les questions. Généralement, il y en aura beaucoup. Et on va regrouper toutes les questions en 4 voire 5 groupes de questions qui porteront en fait sur la même problématique. On va regrouper toutes ces questions en 4 groupes et chaque groupe de questions, on va formuler une question globale qui va regrouper chacune des 4 ou 5 problématiques. Une fois qu'on va faire ça, on va passer à la phase de priorisation dans laquelle on va choisir quelle problématique est la plus prioritaire, sans parler de concept d'importance bien sûr. Prioriser quelle est la plus urgente et ensuite les classer comme ça de la plus prioritaire à celle qui l'est le moins. Après avoir fait ça, l'animateur va choisir un groupe de personnes pour répondre à une problématique donnée. Il va diviser en fait la réunion en plusieurs groupes et chaque groupe aura comme tâche de répondre à la problématique ensemble, mais à une seule et même problématique. Et donc en faisant ça, l'auteur a remarqué dans son expérience où il a accompagné plusieurs entreprises, il a remarqué que déjà les questions les plus originales étaient très souvent posées par des personnes qui n'étaient pas dans le domaine dans lequel elles sont... Par exemple, il y avait un délégué du personnel qui a posé la question suivante. Comment un client peut-il s'attacher à notre produit si nous utilisons les mêmes outils numériques que la concurrence ? Et la deuxième chose qu'il a observé, c'était que les réunions duraient beaucoup moins longtemps et que les problèmes étaient résolus assez facilement en fait, et on passait vraiment à la suite. Il y avait une sorte de flow en fait qui s'installait au sein des équipes. Et à mon avis, je pense que ce genre d'outil peut être très pertinent en famille, par exemple. Un père de famille ou une mère de famille peut décider de proposer à la famille, aux enfants, de faire un questorming comme ça le dimanche et d'arriver chacun avec ses questions, etc. Au lieu de partir sur des réunions un peu trop professionnelles et carrées, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Oui, un outil intéressant aussi, c'est la matrice de décision à 8 questions. C'est en quelque sorte une manière de peser le pour et le contre lorsqu'on veut prendre une décision importante en se posant des questions. Donc c'est 8 questions, 2 groupes de 4 questions. Le premier groupe de questions concerne les risques et le deuxième groupe de questions concerne les bénéfices. Donc première question, quels sont les risques à le faire ? Deuxième question, quels sont les risques à ne pas le faire ? Troisième question, quels risques ne prenons-nous pas en le faisant ? Donc là déjà on est un peu dérouté, on sort de l'ordinaire, mais attendez de voir la dernière question. Quels risques ne prenons-nous pas en ne le faisant pas ? Ok, vous voyez un petit peu en quoi ces questions permettent d'étudier en fait la situation sous tous les angles. Et les 4 autres questions qui concernent donc les bénéfices sont similaires. Donc quels sont les bénéfices à le faire ? Quels sont les bénéfices à ne pas le faire ? Quels bénéfices n'aurons-nous pas en le faisant ? Et quels bénéfices n'obtiendrons-nous pas en ne le faisant pas ? Et donc je vous invite en fait à vous-même prendre une décision un peu difficile que vous n'avez pas encore fait et à vous poser ces questions-là et à y répondre. C'est un peu comme ça que le livre se présente et vous voyez à quel point vous allez découvrir vraiment de nouvelles réponses, surtout aux 2 dernières questions à chaque fois, parce que c'est vraiment des points de vue qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Dans le livre, il prend l'exemple d'une société de transport dans une grande ville européenne qui souhaite numériser ses titres de transport. Et donc voilà, ils se réunissent et ils utilisent cette matrice de décision et voilà, ils l'appliquent, ils se posent les questions, ils répondent. Et en répondant, ils se rendent compte qu'en fait les 2 camps qui formaient le groupe, donc le camp qui était pour la numérisation des titres de transport et le camp qui était contre, donc les deux se sont rendus compte qu'en fait le fait de voir les autres trouver les bénéfices et les risques à la décision faisait en sorte que les gens étaient un peu moins sur leur position, ils étaient un peu plus ouverts au débat. Et donc les risques qui sont sortis, c'est le risque de miser trop tôt sur la mauvaise technologie et le risque de maintenir en fonction des solutions tickets bientôt obsolètes. Donc ça c'est plutôt un risque de ne pas le faire du coup. C'est-à-dire que si la société décide de ne pas numériser, le risque c'est d'être un peu dépassé par rapport en fait à la population. Et les 2 bénéfices, c'était d'avoir un système plus mobile pour les jeunes et les professionnels. Donc le bénéfice de ne pas le faire, c'était garder des tickets pour les personnes qui n'ont pas de smartphone. Voilà, donc une fois toutes les questions posées et que tous les participants ont bien pris le temps d'y répondre, finalement la décision qui a été prise de manière inattendue et unanimement, c'était ni de le faire ni de pas le faire, mais d'initier une veille technologique et de suivre les projets similaires de grandes villes autour pour acquérir un savoir-faire
aiguiser et avoir la capacité à agir rapidement lorsque les usagers seront prêts. Voilà, c'est un peu l'adage de si tu hésites entre deux choix, n'en choisis ni l'un ni l'autre. Voilà, l'auteur partage aussi des tips pour rendre un débat plus intéressant et constructif de manière générale, en essayant de poser des questions un peu originales. L'une d'elles, c'est de poser à votre interlocuteur, de lui dire « à quelle question réponds-tu avec cet argument ?» Déjà, le fait de poser une question, ça peut permettre, je pense, de détendre un débat qui semble électrique. Et la deuxième question, c'est à quelle question as-tu envie que l'on réponde ensemble ? Voilà, vous vous retrouvez avec un ami, un petit café, petite terrasse, petit soleil, et petite question, à quelle question as-tu envie que l'on réponde ensemble ? Alors dans le livre, l'auteur parle beaucoup de s'efforcer de poser des questions ouvertes et non fermées, etc. et ne pas éviter le pourquoi, etc. Donc ça on le verra un peu plus tard. Parce que la destination du livre est plus un public de managers en fait, ou de personnes qui sont en contact fréquent avec des personnes et dont la communication a un fort impact sur leur travail. Notamment, ça peut être des coachs, des thérapeutes, ça peut être des professeurs, des profs. De manière générale, c'est vrai que savoir poser plus de questions ouvertes, c'est un peu plus intéressant. Après, tout dépend de la situation, bien sûr. Alors, pourquoi ? Pas de pourquoi. L'auteur nous dit qu'en fait, il y a une vraie distinction à faire entre le pourquoi en un seul mot et le pourquoi en deux mots, qui veut dire pour quel objectif. Or, le pourquoi en un seul mot signifie plutôt pour quelle raison. Alors il recommande en fait dans son travail et dans sa vie de tous les jours de plus se demander pourquoi, donc en deux mots, que pourquoi en un seul mot. Parce que, là je viens de le faire d'ailleurs, j'ai répondu parce que c'est la réponse au pourquoi en un seul mot, que pour quelle raison, pourquoi tu as fait comme ça, parce que j'en avais envie par exemple. Et pourquoi tu fais ça, la réponse va être en pour. Je fais ça pour avoir la possibilité de faire ça. Donc on voit en quoi le pourquoi en un seul mot cherche la cause, le motif. Il interroge le passé et va pousser à la justification, ce qui va généralement installer un climat très culpabilisant pour l'interlocuteur. C'est une connotation qui nous vient de notre culture latine. C'est-à-dire que dans notre culture latine, on est plutôt convaincu que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. A l'inverse, les anglo-saxons sont plutôt d'avis que pour savoir où l'on va, il faut savoir où est-ce que l'on veut se diriger. C'est en sachant où l'on va que l'on donne du sens à son passé. Bref, trop de questions au passé, c'est culpabilisant et c'est contre-productif. Et donc ce qu'il propose de faire, c'est même si on veut questionner le passé pour chercher les erreurs, c'est d'éviter d'utiliser pourquoi. Et de se proposer de remplacer le pourquoi par une autre formulation. Par exemple, pourquoi tu fais comme cela peut devenir quel est le bénéfice de faire comme cela ? Ou alors, en quoi ton action contribue-t-elle à ton projet ? Ou bien à quoi cela va-t-il servir ? Un autre exemple, pourquoi les résultats ne sont-ils pas au niveau des objectifs ? Peut-être remplacé par sur quoi avons-nous manqué d'efficacité pour atteindre nos objectifs. Donc ce qu'il conseille de faire, c'est vraiment trouver un équilibre dans ces questions, dans les questions qu'on pose. Par exemple, si vous êtes en contact avec une personne dans votre travail, il est important de savoir gérer l'équilibre en fait des temps qu'on utilise dans nos questions. C'est vraiment la règle des un quart, deux quarts, un quart. Un quart de questions au passé pour questionner sur les erreurs à ne pas refaire, etc. Deux quarts, donc la moitié des questions à poser au futur pour envisager les nouvelles perspectives, pour rebondir sur les leçons qui ont été prises, et terminer par un quart de questions au présent pour pousser à passer à l'action, savoir par quoi commencer. L'auteur parle aussi du piège du conditionnel, qui n'est pas vraiment en fait un temps du futur, qui est pertinent et qui est employable surtout par politesse. Et dans des situations concrètes, c'est un peu plus impactant d'utiliser le présent ou bien le futur. Par exemple, si vous posez la question à un jeune enfant, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie ? Là, il peut vous répondre gagner au loto, il peut vous répondre... Tandis que si vous lui posez la question qu'est-ce que tu aimeras faire dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'est déjà un petit peu plus impliquant. Il y a de meilleures questions à poser, ça c'est certain, mais utiliser le présent et le futur à la place du conditionnel, ça peut être mieux. D'autres formulations pour impliquer davantage, c'est en fait l'idée de donner en fait de la matière pour amuser le cerveau de son interlocuteur, attirer son attention en le faisant un petit peu réfléchir avant de poser la question.
En faisant ça, vous allez induire une plus forte implication et un engagement plus concret quant à votre question. Des exemples. Alors par exemple, vous pouvez contraindre à l'essentiel votre question en formulant ça comme ça. Comment la situation peut-elle être décrite en un mot? Ou alors en une seule phrase qu'apporte cette solution de différent? On peut aussi forcer à prioriser, à la sélectionner en questionnant comment résumez-vous votre métier en 7 verbes. On peut ajouter un superlatif qui va rendre la question un peu plus extrême et captivante. Par exemple, quelle est la caractéristique la plus innovante dans cette solution? Ou alors, comment être pleinement convaincu de ce choix? Dans la même idée, ajouter un adjectif extrême, par exemple, qu'y a-t-il de capital dans cette solution au point de tout miser sur elle? Voilà, et en appliquant ce genre de tips grammaticaux, on peut arriver à des questions comme celle-ci. Quel risque majeur devons-nous accepter de prendre pour assurer un maximum de chances de réussite? Donc là, on sent plus d'autorité, mais en même temps, une influence forte et suggestive à l'interlocuteur. C'est très PNL comme outil, mais je trouve ça quand même assez fort de vraiment porter l'accent sur le fait de forcer une personne à faire un effort supplémentaire pour induire en elle une plus grande implication. L'auteur parle aussi de comment booster la créativité avec des questions. Ça peut être faire en sorte que votre interlocuteur soit plus créatif, ou alors vous-même vous poser des questions un peu systématiques qui vont vous permettre à chaque fois d'avoir plus d'idées et des idées un peu plus originales. Donc ce qu'il fait lui dans ses interviews et dans ses entretiens, c'est quand il veut faire ressortir des réponses un peu plus originales de ses interlocuteurs, c'est qu'il utilise beaucoup le mot autre dans ses questions. Utiliser le mot autre. Par exemple, quelles sont les autres explications possibles? Ou alors, à quoi d'autre avez-vous pensé? En fait, ça peut paraître paradoxal parce que ça se trouve la personne n'a même pas pensé à autre chose, mais le fait d'insinuer qu'elle avait pensé à autre chose lui ouvre son esprit et l'invite à regarder, à trouver de nouvelles idées. Un autre groupe de mots qui va vous permettre de stimuler un peu plus d'originalité, c'est d'utiliser les deux mots tout en dans la question. C'est-à-dire comment pouvez-vous vous divertir tout en gardant du temps pour votre famille? Comment être productif tout en étant épanoui? On propose aussi de mettre un chiffre dans sa question, et le plus grand possible. Par exemple, quels sont les 20 secteurs économiques dans lesquels on peut créer de nouveaux emplois tout en ayant un impact positif sur la vie à la surface de la Terre? Voilà à peu près tout sur la créativité, je pense. Une autre idée aussi qui est intéressante, c'est de savoir en fait aborder des sujets délicats, donc aborder des sujets qui font mal sans faire mal, avec les questions. Donc ce qu'il recommande de faire, c'est de transformer en fait la question fermée que vous allez poser à la personne en question ouverte, premièrement. Et ensuite, enlever les tu et les vous de la question ouverte pour la rendre plus factuelle, moins culpabilisante. Elle va engendrer moins de passion dans la réponse. Ensuite, transformer les termes négatifs en termes positifs, si besoin, si vraiment vous faites face à un conflit important. Et donc ça va nous donner question initiale. N'aurais-tu pas dû mettre quelque chose en place pour limiter ce risque? Si on la transforme en question ouverte, qu'est-ce que tu aurais dû mettre en place pour éviter ce risque? Deuxième étape, on enlève le tu de la question, ce qui nous donne qu'est-ce qui aurait dû être fait pour éviter ce risque. Ok, troisième étape, remplacer tous les termes à consonance négative par leur opposé positif, ce qui nous donne comment mettre ce risque sous contrôle à l'avenir. Voilà à peu près tout ce que j'ai appris dans le livre Questionner mieux pour gagner en leadership, les 11 applications de la questionnologie pour réussir en équipe de Frédéric Fallis. Voilà, je pense que si le résumé vous a intéressé, vous devriez lire le livre, il est assez court, il peut être lu en une après-midi. Mais il propose en fait plus qu'une lecture, mais c'est comme en fait un livre d'exercice, dans lequel on peut assez facilement s'exercer et faire évoluer sa manière de poser des questions. Voilà, moi je l'ai trouvé assez dense, même s'il est court, mais je trouvais qu'il manquait un petit peu d'exemples, même si je sais que l'auteur propose beaucoup d'exemples dans ses autres contenus. Vous pourrez les trouver sur YouTube, les liens sont dans la description. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je trouve que, en fait, je réfléchis de manière assez différente, parce que j'ai remarqué que clairement, nos pensées sont des discussions, des conversations. Il suffit de vous arrêter 5 minutes, de rien faire, et de voir en fait que vos pensées, c'est vraiment des questions et des réponses. Et ça de manière incessante. Et donc le fait de travailler sa manière de poser des questions, votre réflexion est
un raffinage différent. En termes de relations aussi, je trouve que ça apporte beaucoup, c'est-à-dire que dans des conversations, je trouve que ça pousse à s'intéresser à la formulation de la question. C'est vraiment s'intéresser au point de vue qui est le plus intéressant pour vous, et ça vous pousse un peu à travailler votre curiosité sociale, et généralement, on observe des réactions très positives de la part des gens, qui voient qu'en fait vous vous intéressez authentiquement à eux ou à la situation ou à ce qu'ils font. Je trouve que de manière interpersonnelle c'est assez pertinent, de manière professionnelle aussi également. Si vous êtes professeur par exemple, vous saurez que clairement dans la manière de poser la question va tout faire, et que si vous voulez expliquer quelque chose à quelqu'un, si vous lui dites comment faire, voilà, fais comme ça, pourra peut-être comprendre intellectuellement, mais en fait si la réponse vient pas de lui, c'est-à-dire si vous n'avez pas initié en fait la réflexion par des questions au lieu d'affirmations, si vous n'avez pas initié chez lui une réflexion, la compréhension ne sera jamais aussi vivante et personnelle. Et au-delà de ça, je trouve qu'une bonne phrase qui résume assez bien ce que j'ai retenu de ce livre, c'est que finalement les questions ne servent pas uniquement à obtenir des informations pour décider, mais elles servent aussi à faire émerger de nouvelles réponses en soi pour mieux conforter et s'approprier nos choix. Voilà, n'hésitez pas à partager ce résumé de livre autour de vous. Et d'ailleurs même, ne le partagez pas, posez-vous la question suivante. À qui d'autre pensez-vous que ce podcast pourrait être utile ? Merci de ton attention, je te souhaite un bon apprentissage et je te dis à bientôt.